Bonsoir. Ce soir, on se glisse dans un endroit qui est étrangement plus sombre qu'un cachot, plus malodorant qu'une étable, et rempli de plus de regrets qu'un ragoût médiéval. Bienvenue au bordel, là où la romance vient mourir et où l'hygiène n'a jamais franchi le seuil. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez une seconde pour laisser un petit pouce bleu et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment de vous endormir sur des histoires légèrement dérangeantes et profondément véridiques. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez ces lumières et enfouissez-vous dans vos couvertures. Vous êtes-vous déjà demandé comment était vraiment la vie dans un bordel médiéval? Est-ce que c'était tout en coussins de velours et vin qui coule à flot, ou plutôt des chambres pleines de courants d'air, une soupe douteuse et des clients qui avaient oublié de se laver depuis une décennie? Comment les travailleuses de bordel survivaient-elles dans un lieu avec plus de drame qu'une pièce de théâtre, plus de règles qu'un monastère et des normes d'hygiène qui font passer votre camarade de chambre d'université pour quelqu'un de propre? Que mangeait-elle? Comment s'habillait-elle? Est-ce que quelqu'un dormait parfois? Ou était-ce juste une version médiévale du service client nocturne, avec un risque plus élevé de se faire arrêter? Découvrons-le ensemble. Félicitations, vous venez de vous réveiller en 1352, en plein milieu du quartier chaud médiéval. Vous avez froid, vous êtes confus, légèrement nauséeux, à cause d'une bière qui contenait probablement plus de champignons que de houblon, et vous avez une nuit devant vous qui vous fera remercier chaque mardi ennuyeux que vous avez jamais vécu. Vous tituberez dans une ruelle étroite qui sent le chou de l'année dernière, pour être accueilli par une enseigne qui vacille et une porte qui grince plus fort que vos genoux. À l'intérieur, l'air est épais de fumée, de parfums bon marché et de l'énergie nerveuse des gens qui prétendent tous s'appeler Marguerite. Bienvenue dans votre nouvelle maison pour la nuit. Ne faites pas attention aux rats, ils étaient déjà là avant vous. Plantons le décor. Vous avez froid, vous êtes fatigué et vous avez perdu toute sensation dans vos pieds, quelque part autour de la 3e flaque dans laquelle vous avez marché. La ruelle derrière vous bourdonne des sons étrangement spécifiques de la vie nocturne médiévale. Le fracas d'une chope tombée, les cris lointains de quelqu'un qui négocie le prix des oignons et l'inimitable plouf du contenu d'un pot de chambre qui fait son échappée quotidienne dans la rue. Si vous pensez que c'est juste une auberge ordinaire, avec un peu plus d'atmosphère, détrompez-vous. Le bordel médiéval est en partie pension de famille, en partie taverne, en partie cauchemar éveillé, et totalement différent de tout ce que votre professeur d'histoire du lycée a osé mentionner. En franchissant le seuil, vous êtes immédiatement frappé par un mur d'arômes mélangés, bière éventée, chandelle de suif, laine humide, et tout ce que quelqu'un a essayé de masquer avec une poignée de lavande. L'atmosphère sentait fort, très fort, un peu comme un camembert bien fait, laissé trop longtemps au soleil. Le parfum ici n'est pas tant porté qu'utilisé comme une arme, se superposant sur des siècles de tâches mystérieuses et de regrets incrustés. S'il y a un courant d'air, ce n'est pas à cause des fenêtres, c'est le soupir collectif de tous ceux qui réalisent qu'il n'y a plus moyen de faire demi-tour maintenant. La première chose que vous remarquez, c'est la décoration, qui se situe quelque part entre un grenier oublié et un risque d'incendie créatif. Le mobilier est dépareillé, principalement hérité de clients qui n'ont pas réussi à payer leur ardoise ou qui ont simplement disparu en plein hiver. Il y a une table bancale qui supporte une unique chandelle, menaçant d'expirer à tout moment. Des tabourets à 3 pieds, occupés par des gens avec 2 jambes fonctionnelles et une morale questionnable, et une tapisserie fanée sur le mur, représentant soit un miracle biblique, soit quelqu'un qui laisse tomber une tarte
ce n'est pas clair. Vous êtes accueilli, si c'est le bon mot, par quelqu'un portant une coiffe dont le travail principal semble être de regarder les nouveaux venus avec suspicion. Cette personne ne demande pas votre nom. Personne ici ne se soucie des noms, mais elle demande si vous payez d'avance. Vous hochez la tête, essayant d'avoir l'air de quelqu'un qui comprend comment l'argent fonctionne. Des pièces sont échangées, comptées, recomptées, puis immédiatement empochées. Les reçus n'ont pas encore été inventés. Votre seule preuve de paiement est le faible espoir que la tenancière a bonne mémoire. Parlons des autres invités. Un marchand itinérant ronfle le visage contre le comptoir, ayant perdu à la fois son argent et ses chaussures. 2 ouvriers agricoles locaux sont assis dans le coin, chuchotant assez fort pour que toute la salle entende, alors qu'ils tentent de rassembler le courage de parler à Marguerite, même si quelle Marguerite, c'est à débattre. Un petit noble, dans un pourpoint mal ajusté, essaie, sans succès, de se fondre dans la masse. C'est le seul dont les bottes n'ont pas été mâchées par des rongeurs. On vous montre votre logement, qui n'est qu'une petite pièce pleine de courants d'air, séparée de la suite voisine par un rideau élimé, et la volonté collective des occupants du bâtiment. Le matelas est un sac rempli de paille, craquant et irrégulier, parsemé de taches que vous espérez être du vin, mais que vous soupçonnez d'être plus vieille que la guerre de 100 ans. Une chandelle à peine plus haute que votre pouce vacille sur le sol, menaçant de s'éteindre par pitié. Mais les vraies vedettes du spectacle sont vos colocataires. Vous avez 2 chats de maison d'une couleur indéterminée, une souris plus courageuse que la plupart des chevaliers, et un vieux coq grincheux qui semble être là contre son gré. Chaque son est amplifié, le grattement des bols, le tintement des pièces, la dispute étouffée pour savoir si le pain de la semaine dernière est techniquement encore comestible. À travers le mur mince, vous pouvez entendre des rires, des sanglots et l'occasionnelle version médiévale du service client qui tourne mal. Juste au moment où vous vous installez, la tenancière elle-même apparaît. Elle vous examine avec les yeux lasses d'une personne qui a vu trop de gens essayer de payer avec des boutons. Elle vous offre une coupe de vin qui est étrangement épaisse et a le goût d'avoir été filtrée à travers une vieille chaussette. Vous buvez quand même. C'est soit ça, soit l'eau du puits. Et personne ne recommande l'eau du puits. Alors que la nuit tombe et que le bordel se réveille vraiment, vous réalisez que vos problèmes modernes, comme perdre la connexion Internet ou ne pas avoir assez de lait d'avoine, ne sont rien comparés au fait de découvrir que vous n'êtes pas seul dans votre chambre. Vous tirez votre couverture rugueuse sur votre tête. Écoutez les sons lointains de la vie nocturne médiévale. Et prenez note de remercier vos ancêtres d'avoir inventé les murs, les serrures et le savon. Et voilà, votre première nuit au bordel médiéval commence. Si vous survivez jusqu'au matin, vous pourriez même avoir droit au petit déjeuner, à condition que le coq vous laisse dormir. Bienvenue dans le pire hébergement de l'histoire. Oubliez la royauté. La tenancière du bordel est la vraie patronne ici. Elle dirige le spectacle avec une louche de fer, une langue de rasoir et la capacité étrange de détecter les ardoises impayées à travers 3 pièces. Elle vous évaluera en quelques secondes et décidera si vous êtes un problème, un client ou pire encore, de la concurrence. Parlons de pouvoir. Les rois peuvent gouverner des royaumes, mais la tenancière gouverne quelque chose de bien plus effrayant. Un bâtiment plein de travailleuses désespérées, de clients exigeants et de bétail qui ne paye pas de loyer. Elle a plus d'autorité que le prévôt local, plus de charisme que le frère itinérant, et une mémoire pour les dettes qui ferait honte au comptable. Elle se souvient de chaque pièce, de chaque promesse brisée et de chaque chaussette laissée sous un matelas depuis la dernière Saint-Michel. Vous la repérez tout de suite, en partie parce qu'elle est
La seule personne qui ne se précipite nulle part. Elle flotte à travers le chaos avec la confiance de quelqu'un qui n'a plus rien à craindre, ni le feu, ni la famine, ni même la journée annuelle de nettoyage des rues de la ville. Sa robe est faite de plusieurs époques de mode, cousues ensemble en un patchwork intimidant de velours, de laine et d'espoir. Ses cheveux sont enroulés serrés, pas un seul brin hors de place, comme si elle défiait les poux d'essayer seulement. D'un seul sourcil levé, elle peut faire taire une bagarre, et d'un seul cri, elle peut convoquer à ses côtés chaque travailleuse, chaque nettoyeuse et chaque poule du bâtiment. Son arme de prédilection? Pas une épée, mais la cuillère en bois la plus acérée du monde. Parfaite pour briser les bagarres, tâter le ragoût suspect ou frapper les articulations de quiconque tarde à payer. Son nom est Amélie Lacour, et tout le monde ici l'appelle simplement Madame Amélie. Elle a 45 ans, mais son regard emporte au moins 70. Des années de gestion de ce lieu ont gravé sur son visage une carte de tous les mensonges qu'elle a entendus, toutes les larmes qu'elle a séchées et tous les idiots qu'elle a chassés à coups de balai. La journée de Madame Amélie commence avant le lever du soleil et se termine. En fait, elle ne se termine jamais vraiment. Elle garde un registre sous clé, bien que son cerveau soit probablement plus sûr que n'importe quelle serrure de la ville. Elle jongle avec les réservations, vérifie les provisions, négocie les prix et maintient la paix avec une habileté diplomatique que le pape envierait. Quelqu'un a essayé une fois de la tromper avec une pièce contrefaite. La légende dit qu'elle l'a poursuivie dans 3 rues et a récupéré son argent, plus les intérêts et une oie en prime. Elle connaît tous les secrets du quartier. Si vous voulez des ragots, Madame Amélie sait déjà comment ça finit. Si vous voulez du crédit, elle rira au nez et vous offrira ensuite un bol de soupe comme prix de consolation. Elle a un réseau d'espions, principalement des voisins curieux et des chats qui s'ennuient, qui rapportent sur chaque visiteur, chaque paiement en retard et chaque serviette manquante. Le bailli de la ville, elle l'appelle par son surnom d'enfance, et s'il se présente pour une inspection surprise, elle lui offrira du thé et un doux rappel sur cette fois où il a perdu une botte dans sa cave. Madame Amélie est en partie patronne, en partie thérapeute et en partie système d'alarme médiéval. Elle arbitre les disputes, sur à qui c'est le tour d'utiliser le bon oreiller, apaise les chagrins d'amour avec un mélange d'amour vache et de pain rassis, et peut repérer un menteur à des lieux. Elle donne aux nouvelles travailleuses un regard qui dit clairement « J'ai vu pire, mais pas de beaucoup. Essayez de la duper. » Et vous vous retrouverez à nettoyer la cour pendant 1 semaine, ou pire, assigné à nourrir les oies. De temps en temps, un client essaie de l'amadouer pour obtenir une réduction ou une boisson gratuite. Madame Amélie gère cela en racontant une histoire si embarrassante, si horrifiante et si personnalisée que même le radin le plus persistant se souvient soudainement qu'il a laissé le four allumé chez lui. La rumeur dit qu'elle a une fois convaincu un seigneur local de donner 3 poulets et un tonneau de bière, juste pour qu'elle arrête de raconter cette histoire sur lui lors de la foire. Mais sous cette carapace dure, il y a quelque chose d'autre, quelque chose que peu de gens voient. Parfois, tard dans la nuit, quand les derniers clients sont partis et que les travailleuses dorment enfin, Madame Amélie s'assoit seule, près du feu mourant. Elle regarde les braises, avec une expression qui pourrait presque passer pour de la tristesse. Elle pense à sa propre jeunesse, à la fille qu'elle était, avant que la vie ne la transforme en cette femme de fer. Elle pense aux choix qu'elle n'a jamais eus, aux portes qui se sont fermées avant même qu'elle puisse les atteindre. Mais ces moments sont courts. Dès qu'elle entend un bruit, un rat qui gratte, une poule qui glousse, elle se redresse, redevient Madame Amélie et prépare déjà mentalement la liste des tâches pour le lendemain.
Parce que dans ce monde médiéval impitoyable, montrer de la faiblesse, même une seconde, c'est inviter le désastre. Elle a bâti cet endroit avec ses propres mains et elle le protégera avec ses dents s'il le faut. Vous observez tout cela depuis votre coin, enveloppé dans votre couverture qui gratte, et vous commencez à comprendre quelque chose. Ce lieu n'est pas juste un bordel, c'est un royaume miniature, avec ses propres lois, sa propre hiérarchie et sa propre version tordue de la justice. Et Madame Amélie n'est pas juste une tenancière, elle est une survivante, une stratège, et peut-être la personne la plus redoutablement compétente que vous ayez jamais rencontrée. Alors que vous glissez enfin vers un sommeil agité, bercé par les ronflements du marchand et les grincements constants du bâtiment, vous vous demandez combien de secrets ces murs ont vus, combien de vies ont été brisées ici, combien ont été sauvées, et surtout, comment diable les gens survivaient-ils sans eau courante? La réponse à cette dernière question viendra demain, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt. Mais pour l'instant, dormez, parce que demain, vous allez découvrir pourquoi l'hygiène médiévale est à la fois fascinante et absolument terrifiante. Faites de beaux rêves, si vous le pouvez. Le matin arrive avec la subtilité d'une hache de bûcheron. Le coq décide que 4 heures du matin est le moment idéal pour annoncer sa présence au monde entier. Les chats commencent leur tournée d'inspection quotidienne, marchant directement sur votre visage. Et quelque part dans le couloir, quelqu'un fait déjà tomber une marmite avec un bruit qui résonne comme une cloche d'église. Vous vous levez, le dos douloureux, les articulations qui craquent comme du bois sec. Votre première pensée, trouver de l'eau pour vous laver. Votre deuxième pensée, après avoir vu l'état du seau d'eau communal, peut-être que vous laver n'est finalement pas si important. Le seau en question est posé près de la porte, rempli d'un liquide qui pourrait techniquement être qualifié d'eau, si on est généreux avec les définitions. 3 personnes s'en sont déjà servies ce matin. Vous pouvez le dire par les particules flottantes. Bienvenue dans la partie la plus fascinante et la plus terrifiante de la vie médiévale au bordel, l'hygiène, ou plutôt l'absence totale d'hygiène telle que vous la connaissez. Si vous pensiez que les gens au Moyen Âge ne se souciaient pas de la propreté, vous avez à la fois raison et tort. Ils se souciaient de la propreté, ils avaient juste des idées très, très différentes sur ce que cela signifiait. Madame Amélie apparaît dans le couloir, déjà habillée, déjà alerte, probablement déjà 3 problèmes en avance sur tout le monde. Elle vous regarde tituber vers le seau et secoue la tête avec quelque chose qui ressemble presque à de la pitié. Sans un mot, elle vous tend un chiffon, pas propre, mais relativement sec. C'est déjà quelque chose. La matinée au bordel ressemble à une chorégraphie chaotique que tout le monde connaît, sauf vous. Les travailleuses émergent de leur chambre une par une, certaines encore ensommeillées, d'autres déjà pleinement éveillées et prêtes à affronter une nouvelle journée de survie. Elles se déplacent avec une efficacité née de la répétition. Chacune sait exactement où aller, quoi faire, comment éviter les planches qui grincent et les clous qui dépassent. Vous rencontrez Manon Diniz pour la première fois dans la cuisine commune. Elle a 28 ans, mais son regard en porte 10 de plus. Ses cheveux bruns sont attachés en arrière avec un morceau de ficelle, et sa robe, bien que rapiécée plusieurs fois, est maintenue aussi propre que possible dans ces conditions. Elle vous regarde avec la neutralité polie de quelqu'un qui a appris à ne jamais montrer ce qu'elle pense vraiment. « Bonjour », dit-elle simplement, en remuant une marmite sur le feu. Vous sentez une odeur qui pourrait être de la bouillie d'avoine, ou pourrait être de la colle. C'est difficile à dire. Elle remarque votre expression, et un sourire fantôme traverse son visage. On s'habitue, ajoute-t-elle, pas au goût, mais au fait d'avoir quelque chose dans le ventre. Manon est arrivée ici il y a 5 ans.
Son père, un cordonnier, avait accumulé des dettes auprès du mauvais genre de personnes. Quand il est mort subitement, probablement d'une mauvaise eau ou d'un mauvais air, personne ne sait vraiment. Les créanciers sont venus frapper à la porte. Manon avait deux choix, payer une somme qu'elle ne possédait pas, ou venir travailler ici jusqu'à ce que la dette soit effacée. 7 ans, lui avait-on dit, 7 ans, et elle serait libre. Elle en est maintenant à sa 5e année, et elle a depuis longtemps arrêté de compter les jours. Mais parlons de ce qui vous a vraiment amené ici, l'hygiène, ou plutôt le détail d'hygiène qui va vous choquer. Vous vous attendiez peut-être à entendre parler de l'absence de bain, du manque de savon, des poux omniprésents. Et oui, tout cela est vrai, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce que personne ne vous dit dans les livres d'histoire. Les femmes qui travaillaient dans les bordels médiévaux n'avaient souvent accès à aucune forme de protection hygiénique moderne. Pas de serviettes, pas de tampons, rien qui ressemble à ce que nous connaissons aujourd'hui. À la place, elles utilisaient des morceaux de tissu, souvent les mêmes pendant des mois, lavés quand c'était possible, ce qui n'était pas souvent. Ces chiffons étaient réutilisés encore et encore, jusqu'à ce qu'ils tombent, littéralement, en morceaux. Et quand ils n'avaient pas accès à des chiffons, elles utilisaient de la mousse, de la laine de mouton non traitée, ou simplement rien du tout. Imaginez travailler dans ces conditions. Imaginez devoir sourire aux clients, servir des boissons, prétendre que tout va bien, alors que votre propre corps vous trahit et que vous n'avez aucun moyen digne de gérer la situation. Manon vous explique cela un matin, sans émotion apparente, comme si elle décrivait la météo. Elle tient une tasse de quelque chose qui prétend être du thé et regarde par la fenêtre étroite. Vous voyez, dit-elle doucement, les gens pensent que le pire ici, c'est les clients, les hommes qui sentent mauvais, qui ont les mains baladeuses, qui pensent que parce qu'ils ont payé quelques pièces, ils possèdent votre âme pour la nuit. Et oui, c'est difficile, mais ce n'est pas le pire. Elle se tourne vers vous, et pour la première fois, vous voyez une fissure dans son masque. Le pire, c'est de ne jamais se sentir propre, de ne jamais pouvoir vraiment se laver, de devoir sourire et prétendre alors que vous vous sentez, elle cherche le mot, sale, pas à cause de ce qu'on fait, mais à cause de ce qu'on ne peut pas faire. Se laver correctement, avoir des vêtements propres, avoir un moment de dignité. L'eau, voyez-vous, coûte cher au Moyen Âge. Pas l'eau de la rivière ou du puits. Celle-là est gratuite, mais souvent contaminée et dangereuse. Non, l'eau propre, l'eau chauffée, l'eau en quantité suffisante pour vraiment se laver, ça, c'est un luxe que peu peuvent se permettre. Les bains publics existent dans certaines villes, mais ils sont chers et surtout, ils sont étroitement surveillés par les autorités religieuses qui les considèrent comme des lieux de péché potentiel. Alors, les femmes ici font ce qu'elles peuvent. Elles utilisent des herbes pour masquer les odeurs, de la lavande quand elles peuvent en trouver, du romarin quand c'est la saison. Elles frottent leur peau avec des chiffons humides, essayant d'enlever au moins la couche visible de crasse. Mais le savon, le vrai savon, est rare et coûteux. La plupart du temps, elles doivent se contenter d'eau froide et d'espoir. Et puis, il y a la question des maladies. Dans un endroit où l'hygiène est presque inexistante, où l'eau propre est rare, où les clients viennent de partout, sans aucun examen médical, les infections se propagent comme le feu dans la paille sèche. Les femmes ici développent toutes sortes de problèmes de santé. Certaines guérissent, beaucoup ne guérissent pas. Et le pire, c'est qu'il n'y a personne à qui demander de l'aide. Pas de médecin qui viendra dans un bordel. Pas de sage-femme respectable qui risquera sa réputation. Juste Madame Amélie, avec ses remèdes de grand-mère, ses tisanes douteuses et sa détermination à garder ses filles en vie, ne serait-ce que parce qu'elles représentent un investissement. Vous regardez autour de vous
avec de nouveaux yeux maintenant. Cette pièce qui vous semblait simplement vieille et sale prend une nouvelle dimension. Chaque tache sur le mur raconte une histoire. Chaque fissure dans le plancher cache un secret. Et chaque femme ici porte un fardeau que vous ne pouviez même pas imaginer. Théo Boisse arrive en milieu de matinée. C'est un client régulier, un marchand de tissus d'environ 40 ans, veuf depuis 3 ans. Il entre avec l'air embarrassé de quelqu'un qui voudrait être n'importe où ailleurs, mais qui continue quand même à venir. Madame Amélie le salue par son prénom, comme une vieille connaissance, et lui indique sa place habituelle près de la fenêtre. Théo ne vient pas vraiment pour ce que vous pensez. Oh, il paye, bien sûr. Il paie le tarif complet. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est parler. Parler à quelqu'un qui écoutera sans le juger, sans lui rappeler qu'il devrait se remarier, sans lui dire que 3 ans, c'est suffisamment long pour porter le deuil. Manon s'assoit avec lui, écoute ses histoires sur sa femme décédée, sur ses enfants qui grandissent trop vite, sur son commerce qui va bien, mais qui ne suffit jamais à combler le vide. Elle écoute parce que c'est son travail, mais aussi, et elle ne l'admettrait jamais à voix haute, parce que Théo est un des rares clients qui la traite comme un être humain. Il ne la touche pas sans permission, il ne fait pas de commentaires grossiers, il paie toujours exactement ce qu'il doit, et parfois même un peu plus. Dans ce monde de transactions brutales et d'interactions dégradantes, Théo représente quelque chose de rare, un moment de normalité presque douloureuse. Mais même Théo a ses failles. Vous le voyez dans la façon dont il regarde Manon, parfois, avec une expression qui mélange désir et honte. Vous le voyez dans la façon dont il se justifie, expliquant qu'il ne fait rien de mal, qu'il a besoin de compagnie, que c'est différent de ce que font les autres hommes ici. Il veut croire qu'il est meilleur qu'eux. Et peut-être qu'il l'est, un peu, mais il vient quand même dans un bordel, paye une femme pour lui tenir compagnie, et rentre chez lui en se disant qu'il n'a rien fait de répréhensible. L'après-midi s'écoule lentement. Il y a des tâches sans fin. Laver les draps, encore et encore, même si l'eau est froide, et le savon rare. Préparer la nourriture pour le soir. Un ragoût qui est plus haut que viande, mais qui remplit quand même l'estomac. Réparer les vêtements déchirés. Recoudre les ourlets, qui se défont constamment. Nourrir les animaux. Nettoyer la cour. Vider les pots de chambre dans la fosse derrière le bâtiment. C'est un travail épuisant et sans fin, et c'est juste la préparation pour la vraie journée de travail, celle qui commence quand le soleil se couche et que les clients commencent à arriver. Vous observez Manon se préparer pour la soirée. Elle change de robe, enfile celle qui est légèrement moins rapiécée. Elle brosse ses cheveux du mieux qu'elle peut, avec un peigne qui a perdu la moitié de ses dents. Elle pince ses joues pour leur donner un peu de couleur, se mord les lèvres pour les rendre plus rouges. Ces petits rituels de transformation, préparer l'armure pour affronter la bataille nocturne. Elle attrape un petit pot sur l'étagère, un mélange d'herbes et de graisse que Madame Amélie prépare elle-même. C'est censé prévenir les grossesses, explique Manon en l'appliquant. Ça marche peut-être une fois sur 2. Elle dit cela avec le même ton détaché qu'elle utilise pour tout le reste, comme si elle parlait de la pluie ou du prix du pain. Mais vous voyez ses mains trembler légèrement, trahissant l'anxiété qu'elle refuse de montrer sur son visage. Madame Amélie fait sa tournée d'inspection du soir. Elle vérifie que chaque chambre a au moins une chandelle, que les draps les moins tachés sont sur les lits, que personne n'a oublié de vider son pot de chambre. Elle distribue des conseils, des réprimandes, et occasionnellement, quelque chose qui ressemble presque à de l'encouragement. Souris, mais pas trop. Écoute, mais ne crois rien. Prends l'argent d'abord, toujours d'abord. Et si quelqu'un devient violent, crie. Je viendrai. C'est une promesse qu'elle tient. Vous avez déjà vu Madame Amélie chasser un client agressif avec rien d'autre que sa cuillère en bois et une détermination terrifiante. Elle protège ses filles.
Pas par bonté d'âme, elle serait la première à vous le dire, mais parce qu'elles sont son gagne-pain. Une fille blessée ne peut pas travailler. Une fille morte ne rapporte rien. C'est du pragmatisme pur. Mais dans ce monde brutal, même le pragmatisme peut ressembler à de la gentillesse. Alors que la nuit commence vraiment, que les premières chandelles sont allumées et que les premiers clients commencent à pousser la porte, vous réalisez quelque chose. Ces femmes ne sont pas des victimes passives. Elles ne sont pas non plus des héroïnes romantiques. Elles sont simplement des êtres humains qui font ce qu'elles peuvent pour survivre dans un monde qui ne leur a laissé aucun autre choix. Elles ont leurs moments de faiblesse, leurs accès de colère, leurs rares éclats de joie. Elles se jalousent parfois, se soutiennent d'autres fois, se trahissent quand c'est nécessaire. Elles sont humaines, imparfaitement, douloureusement, obstinément humaines. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante de toutes. L'histoire ne se résume pas à des dates et des batailles. Elle se résume à des gens qui essayent de passer une journée de plus, de survivre une nuit de plus, de trouver un peu de dignité dans un monde qui fait tout pour la leur arracher. Le détail sur l'hygiène que vous avez appris aujourd'hui, ce n'est pas juste une curiosité historique. C'est un rappel brutal que le confort moderne, que nous tenons pour acquis, l'eau courante, le savon, les protections hygiéniques, tout cela représente une révolution dans la vie humaine. Une révolution qui a mis des siècles à arriver. Et pendant tous ces siècles, des femmes comme Manon ont dû survivre sans. Alors ce soir, quand vous vous glisserez dans votre lit de paille et que vous entendrez les sons du bordel qui s'anime, pensez à cela. Pensez à ce que signifie vraiment la dignité humaine et remerciez silencieusement chaque inventeur, chaque réformateur, chaque personne qui a contribué à rendre la vie un peu moins brutale qu'elle ne l'était au Moyen Âge. Parce que croyez-moi, après avoir passé une journée ici, vous ne prendrez plus jamais une douche chaude pour acquis. La nuit au bordel n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas une débauche constante. Ce n'est pas une fête sans fin. C'est plutôt une succession de moments étranges, parfois tendus, parfois presque tristes, où des êtres humains, avec leurs propres bagages, se croisent dans l'obscurité. Vous êtes assis dans un coin, observant le ballet nocturne se dérouler devant vous, et ce que vous voyez est bien plus complexe que n'importe quel récit simplifié. Le premier client de la soirée est un jeune apprenti, peut-être 19 ans, qui tremble tellement qu'il fait cliqueter les pièces dans sa main. Il ne regarde personne dans les yeux. Madame Amélie le guide vers une table, lui parle doucement, comme on parlerait à un cheval nerveux. Ce n'est pas de la gentillesse, exactement. C'est du professionnalisme. Un client effrayé est un client qui pourrait partir sans payer, ou pire, causer une scène. Elle appelle Manon d'un geste, et vous voyez quelque chose de fascinant se produire. Manon change. Son visage se détend, ses épaules se relâchent, et soudainement, elle n'est plus la femme fatiguée que vous avez vue ce matin. Elle est devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de patient, de rassurant, presque maternel. Elle s'assoit à côté du jeune homme, commence à parler de choses banales. Le temps qu'il fait, le marché ce matin. Est-ce qu'il aime le ragoût? C'est du théâtre, bien sûr. Mais c'est du théâtre nécessaire. Le garçon se détend progressivement, commence même à sourire timidement. Vous réalisez alors quelque chose d'important. Ce travail n'est pas juste physique, c'est émotionnel, psychologique. Ces femmes doivent être actrices, thérapeutes, amies temporaires. Elles doivent deviner ce que chaque client veut, pas seulement au niveau évident, mais au niveau plus profond. Certains veulent de la validation, d'autres veulent se sentir puissants, d'autres encore veulent simplement ne pas être seuls pendant quelques heures. Un marchand entre, la cinquantaine avancée, le ventre proéminent, la laine qui s'enlaille et le vin aigre. Celui-là, vous le voyez immédiatement, est différent. Il entre comme s'il possédait l'endroit. Il claque des doigts pour attirer l'attention. Il parle fort, rit plus fort encore.
C'est le genre d'homme qui a besoin que tout le monde sache qu'il a de l'argent, qu'il a du pouvoir, qu'il est important. Madame Amélie le salue avec un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. Elle connaît ce type. Tout le monde ici le connaît. Il choisit une des plus jeunes travailleuses, une fille nommée Clarisse, qui est ici depuis seulement 3 mois. Elle essaie de cacher sa grimace quand il pose sa main sur son épaule. Elle y arrive presque. Madame Amélie intercepte rapidement, suggère avec douceur que peut-être Clarisse est fatiguée ce soir. Peut-être qu'une autre fille serait mieux. Le marchand grogne, mécontent, mais accepte. Il prend une fille plus expérimentée à la place, une femme nommée Augustine, qui sait exactement comment gérer les hommes comme lui, comment flatter leur ego tout en maintenant une distance invisible, comment les faire sentir puissants tout en gardant le contrôle de la situation. Vous vous demandez comment Augustine a appris ses compétences. Combien de nuits, combien d'années ont été nécessaires pour perfectionner cet art de la survie? Et quel prix elle a payé en cours de route? Théo Boisse revient plus tard dans la soirée. Vous remarquez que les autres clients le regardent avec un mélange de mépris et d'envie. Le mépris parce qu'il est connu pour ne rien faire, juste parler. L'envie parce qu'il peut se permettre de payer pour ne rien faire. Théo s'installe à sa place habituelle, commande du vin, attend Manon. Quand elle arrive, ils reprennent leur conversation de ce matin comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Il parle de son fils aîné qui veut devenir soldat. Manon écoute, pose des questions, semble sincèrement intéressée. Et peut-être qu'une partie d'elle l'est vraiment. Peut-être que dans cette vie de faux-semblants constants, ces moments avec Théo représentent quelque chose de presque authentique. Mais alors vous voyez quelque chose qui change votre perception. Un autre homme entre, plus jeune, mieux habillé. Il regarde autour de lui avec nervosité. Puis ses yeux tombent sur Théo. Son visage se fige. Théo le voit aussi. Et pendant un instant, il y a une reconnaissance mutuelle, suivie immédiatement par une gêne paralysante. L'autre homme sort précipitamment. Théo baisse les yeux vers son vin, ses joues rouges de honte. Manon comprend immédiatement. « Quelqu'un de votre ville ?» demande-t-elle doucement. Théo hoche la tête. « Mon gendre ?» murmure-t-il. « Le mari de ma fille. » Le silence qui suit est lourd de non-dits. Théo vient ici pour échapper à sa solitude, pour avoir quelqu'un à qui parler sans jugement. Mais en faisant cela, il risque sa réputation, les relations avec sa famille, tout ce qui lui reste. Et maintenant son gendre sait, son gendre qui était ici pour les mêmes raisons honteuses, mais qui le jugera quand même, parce que c'est ainsi que fonctionne l'hypocrisie humaine. Manon pose sa main sur celle de Théo. Un geste simple de réconfort. Elle ne dit rien. Que pourrait-elle dire? Ils restent ainsi quelques instants. 2 personnes seules, chacune prisonnière de sa propre forme de solitude, trouvant un bref instant de connexion humaine dans le dernier endroit où on s'attendrait à la trouver. Vous commencez à comprendre pourquoi Madame Amélie dirige cet endroit comme elle le fait. Ce n'est pas juste un commerce, c'est un écosystème délicat. Chaque personne ici joue un rôle, a ses propres motivations, ses propres secrets. Les travailleuses ont besoin d'argent pour survivre, pour rembourser des dettes, pour nourrir leurs familles ailleurs. Les clients viennent chercher des choses qu'ils ne peuvent pas obtenir ailleurs. De la compagnie, de la validation, un moment où ils peuvent être quelqu'un d'autre. Et Madame Amélie orchestre tout cela, maintient l'équilibre précaire, s'assure que personne ne va trop loin, que l'argent circule, que les apparences sont maintenues. Mais ce soir, l'équilibre est menacé. Un groupe de jeunes hommes entre, déjà ivres, déjà bruyants. Ce sont des fils de marchands. Vous pouvez le voir à leurs vêtements. Ils ont cet air de privilège qui vient du fait de n'avoir jamais vraiment souffert. Ils rient trop fort, parlent trop fort, touchent les travailleuses sans permission. Madame Amélie se raidit. Sa main se referme sur sa cuillère en bois. Elle s'approche, son sourire professionnel en place, mais ses yeux sont durs comme de la pierre. « Messieurs, dit-elle avec une politesse glaciale,
Vous êtes les bienvenus ici si vous pouvez vous comporter correctement. Si vous ne le pouvez pas, il y a la porte. L'un des jeunes hommes, le plus bruyant, celui qui semble être le meneur, la regarde avec un mélange d'amusement et de défi. Et qui va nous mettre dehors? Toi, la vieille? Le silence qui suit est total. Tout le monde dans la pièce retient son souffle. Vous voyez Augustine et Manon échanger un regard. Elles savent ce qui va se passer. Madame Amélie ne bouge pas. Elle ne crie pas. Elle dit simplement, d'une voix calme, qui est bien plus terrifiante qu'un hurlement. Dehors. Maintenant. Le jeune homme rit. Fait un pas vers elle. C'est une erreur. Madame Amélie bouge avec une rapidité surprenante pour quelqu'un de son âge. La cuillère en bois s'abat sur son poignet avec un craquement sec. Il crie, surpris plus que blessé. Elle frappe à nouveau, cette fois sur son épaule. Dehors, répète-t-elle, et emmenez vos amis avec vous. Quelque chose dans son ton, ou peut-être dans son regard, convainc le jeune homme qu'il a fait une erreur. Lui et ses amis sortent en marmonnant des menaces vides. Dès qu'ils sont partis, Madame Amélie se retourne vers ses filles. Quelqu'un est blessé? Elle secoue la tête. Bien. Elle repose sa cuillère, lisse sa robe, et en un instant, elle est redevenue la tenancière calme et contrôlée, comme si rien ne s'était passé. Mais vous avez vu ses mains trembler légèrement. Vous avez vu la tension dans ses épaules. Même Madame Amélie, avec toute sa force, avec toute son expérience, ressent la peur. Elle la contrôle simplement mieux que quiconque. Plus tard, quand la nuit s'est calmée, quand la plupart des clients sont partis, vous la trouvez assise près du feu, regardant les flammes. Elle tient une coupe de vin, mais ne boit pas. Vous vous asseyez à côté d'elle, en silence. J'avais 14 ans, dit-elle soudainement, sans vous regarder. 14 ans quand je suis arrivée dans un endroit comme celui-ci. Mon père m'a vendue pour payer ses dettes de jeu. Elle rit, un son sans humour. On ne parle jamais de ça, n'est-ce pas? Comment les filles finissent ici? On préfère penser qu'elles l'ont choisi, que c'était leur décision. C'est plus facile comme ça. Elle se tourne enfin vers vous, et vous voyez dans ses yeux toutes les années, toutes les nuits, tous les compromis qu'elle a dû faire pour survivre. J'ai juré que si je survivais, si je devenais assez forte, je dirigerais mon propre endroit, et que mes filles, elles ne seraient jamais traitées comme je l'ai été. Elles travaillent dur. Oui, elles font des choses que personne ne devrait avoir à faire. Mais elles mangent tous les jours. Elles ont un toit. Et si quelqu'un essaye de leur faire du mal, je suis là. C'est sa façon de se racheter. Vous réalisez, pas d'expier ses propres choix. Elle ne les regrette probablement pas. Ils étaient nécessaires, mais de donner à d'autres filles une version légèrement moins terrible de ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la survie transformée en système. Et dans ce monde médiéval brutal, c'est peut-être le mieux qu'on puisse espérer. Manon redescend, ayant fini son dernier client de la nuit. Elle s'effondre sur un tabouret, enlève ses chaussures, avec un soupir de soulagement. Ses pieds sont couverts d'ampoules. Comment vont les économies? Demande Madame Amélie. Manon secoue la tête. Encore 2 ans, peut-être 3. Le silence qui suit est celui de la résignation. 3 ans de plus dans cet endroit. 3 ans de plus à faire semblant, à sourire, à supporter. 3 ans de plus avant peut-être. Juste peut-être. Une chance de vie différente. Mais vous voyez aussi quelque chose d'autre dans les yeux de Manon. Du doute. Parce qu'après 5 ans ici, où ira-t-elle? Qui l'épousera en sachant d'où elle vient? Quel travail respectable lui sera offert? La liberté qu'elle poursuit si désespérément, est-ce vraiment la liberté ou juste une autre forme de prison, celle de la honte sociale et de l'isolement? Ces questions n'ont pas de réponse facile, et c'est peut-être ça, la vraie leçon de ce lieu. La vie n'est pas un conte de fées avec des méchants clairs et des héros purs. C'est un enchevêtrement complexe de choix impossibles, de compromis douloureux et de gens qui font de leur mieux avec les cartes terribles qu'on leur a distribuées. Théo n'est pas un méchant, mais il profite d'un système qui exploite Manon.
Manon n'est pas une victime passive, mais elle n'a pas vraiment choisi cette vie non plus. Madame Amélie protège ses filles, mais seulement parce qu'elles sont son gagne-pain. Tout le monde ici survit en se servant des autres, tout en essayant désespérément de maintenir un semblant d'humanité. Alors que vous montez vers votre chambre, les marches grincent sous vos pieds. Vous entendez des pleurs étouffés venant d'une des chambres, des rires gras venant d'une autre, le silence lourd d'une troisième. Chaque porte cache une histoire. Chaque histoire est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Et vous êtes juste un observateur, un voyageur temporel qui aura la chance de repartir demain matin, de retourner à un monde avec de l'eau courante, des droits humains et la possibilité de choisir sa propre vie. Mais elles resteront. Manon comptera ses pièces et ses jours. Augustine perfectionnera son masque. Clarisse apprendra à survivre. Et Madame Amélie continuera à diriger son petit royaume de désespoir organisé, protégeant ce qu'elle peut, sacrifiant ce qu'elle doit, survivant une nuit de plus. Demain, vous découvrirez d'autres secrets de ce lieu, d'autres détails que l'histoire préfère oublier. Mais ce soir, alors que vous vous allongez sur votre matelas de paille et que vous écoutez les sons du bordel qui s'endort lentement, vous pensez à tout ce que vous avez vu et vous vous demandez combien de fois dans l'histoire humaine ce scénario s'est répété. Combien de femmes ont vécu et sont mortes dans des endroits comme celui-ci, leurs histoires jamais racontées, leurs noms jamais connus. L'histoire, après tout, n'est pas écrite par les gens qui la vivent vraiment. Elle est écrite par ceux qui ont le privilège de survivre assez longtemps pour en parler. Votre dernière journée au bordel commence avec une découverte qui changera votre perception de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous vous réveillez tôt, avant même le coq cette fois, et vous descendez chercher de l'eau. C'est là que vous voyez quelque chose que vous n'étiez pas censé voir. Madame Amélie et Augustine sont dans la cour arrière, près du puits. Elles ont sorti de grands seaux d'eau froide, et elles sont en train de laver quelque chose avec une intensité presque désespérée. Vous vous approchez, et c'est alors que vous comprenez. Ce ne sont pas des draps qu'elles lavent, ce sont ces fameux chiffons dont Manon vous a parlé. Des dizaines de morceaux de tissu tachés, usés, certains littéralement en lambeaux. Elles les frottent avec du sable et de l'eau froide, essayant d'enlever des taches qui ne partiront jamais complètement. C'est un travail brutal, épuisant, qui laisse leurs mains rouges s'égercer, et elles doivent le faire encore et encore, parce qu'il n'y a jamais assez de chiffon propre. Madame Amélie vous voit et ne dit rien pendant un long moment. Puis, elle hausse les épaules, comme si elle abandonnait toute prétention. Vous vouliez savoir comment on survit vraiment ici. Voilà comment. On lave dans de l'eau glacée qui nous brûle les mains. On réutilise des chiffons jusqu'à ce qu'ils tombent en poussière. On fait semblant que c'est suffisant, que c'est propre. Parce que l'alternative, c'est de ne rien avoir du tout. Augustine ajoute, sans lever les yeux de son travail. Et on prie pour ne pas tomber malade. On prie pour que les infections passent toutes seules. Parce que si on tombe vraiment malade ici, personne ne viendra nous aider. On mourra dans cette cour et quelqu'un d'autre prendra notre place. C'est dit sans émotion, comme un simple fait. Et c'est peut-être ce qui rend la déclaration encore plus déchirante. Elles ne cherchent pas votre pitié, elles ne veulent pas de votre compassion. Elles vous disent simplement la vérité, brutale et nue. C'est ça, la vraie histoire des bordels médiévaux. Pas la romance, pas le mystère, juste la lutte quotidienne pour maintenir un minimum de dignité dans des conditions qui ne permettent aucune dignité. Plus tard ce matin-là, vous assistez à quelque chose d'inattendu. Un prêtre arrive, pas pour condamner, pas pour chasser, mais pour offrir ses services. Il est vieux, probablement 70 ans, et ses robes ont vu des jours meilleurs. Madame Amélie le fait entrer avec un respect évident. « Père Laurent », dit-elle, utilisant son prénom comme une vieille amie. Il hoche la tête, sourit gentiment aux travailleuses.
Vous apprenez que Père Laurent vient une fois par semaine. Il entend les confessions, offre l'absolution, dit des prières. L'Église officielle le désapprouverait probablement, mais Père Laurent a depuis longtemps décidé que son devoir envers les âmes l'emporte sur les règles de l'institution. Ces femmes ont besoin de Dieu aussi, vous dit-il simplement, peut-être même plus que les autres. Qui suis-je pour leur refuser le réconfort de la foi? Manon s'assoit avec lui dans un coin tranquille. Vous ne pouvez pas entendre ce qu'elle dit, mais vous voyez ses épaules trembler, voyez les larmes couler sur ses joues. Père Laurent écoute patiemment, pose sa main ridée sur son épaule, murmure des mots de réconfort. Quand elle se relève, son visage n'est pas transformé. Ce n'est pas un miracle, mais il y a quelque chose de légèrement plus léger dans son port, comme si elle avait déposé un fardeau, même temporairement. L'après-midi amène une surprise. Théo Boisse revient, mais cette fois avec un paquet sous le bras. Il semble nerveux, embarrassé. Il demande à voir Manon, et quand elle arrive, il lui tend le paquet. À l'intérieur, il y a du tissu, du bon tissu, du genre qu'un marchand de tissu pourrait offrir, assez pour faire plusieurs nouvelles robes. Pour vous, dit-il simplement, parce que vous méritez quelque chose de nouveau. Manon regarde le tissu, puis Théo, puis de nouveau le tissu. Son visage passe par une série d'émotions. Surprise, confusion, quelque chose qui ressemble presque à de la gratitude, puis finalement, de la méfiance. Pourquoi demande-t-elle. Théo ouvre la bouche, la referme. Je ne sais pas, dit-il finalement, honnêtement, parce que mon gendre m'a vu ici, et maintenant toute ma famille sait, parce que ma femme me manque, et je ne peux pas le dire à personne d'autre qu'à vous, parce que vous m'écoutez, et je paye pour ça. Et c'est pathétique, mais c'est tout ce que j'ai. Il y a une vulnérabilité brute dans cet aveu qui surprend tout le monde, y compris Théo lui-même. Manon tient le tissu contre elle, et pour un instant, juste un instant, le masque tombe. Merci, dit-elle doucement. Et elle le pense vraiment, pas parce que le tissu résout quoi que ce soit. Il ne résout rien, mais parce que dans ce geste maladroit, dans cette tentative désespérée de connexion humaine, il y a quelque chose de sincèrement humain. Madame Amélie observe la scène de loin, et vous voyez quelque chose de rare sur son visage, une expression presque tendre. Elle sait que cette relation entre Théo et Manon ne mènera nulle part. Elle sait que Théo rentrera chez lui, à sa vie respectable, et que Manon restera ici. Elle sait que le tissu sera vendu pour de l'argent, parce que l'argent est plus utile qu'une nouvelle robe. Mais pour cet instant, elle laisse Manon avoir ce moment. C'est un petit cadeau. Et dans ce lieu, les petits cadeaux sont tout ce qu'on peut espérer. Le soir venu, il y a moins de clients que d'habitude. C'est une nuit calme, presque paisible. Les travailleuses en profitent pour se reposer, pour parler entre elles. Vous les écoutez, assis dans votre coin habituel. Elles parlent de tout et de rien, des derniers ragots de la ville, du prix du pain qui augmente encore, de la fille qui a réussi à partir l'année dernière, et qui, selon les rumeurs, tient maintenant une petite échoppe de couture. Personne ne sait si c'est vrai, mais elles aiment y croire. Clarisse, la plus jeune, demande timidement « Vous pensez qu'on peut vraiment partir? Vraiment recommencer ailleurs ?» Le silence qui suit est lourd. Augustine finit par répondre « Certaines y arrivent. Pas beaucoup, mais certaines. Elles ne précisent pas ce qui arrive aux autres. Elle n'en a pas besoin. Elles le savent toutes. » Manon, tenant toujours le tissu de Théo, dit doucement « J'ai économisé pendant 5 ans. Encore 2 ou 3 ans, et j'aurai assez pour rembourser ma dette. Mais après, je ne sais pas coudre assez bien pour être couturière. Je ne sais pas cuisiner assez bien pour travailler dans une cuisine respectable. Je sais faire une chose, et c'est la seule chose que personne ne veut avouer avoir besoin. » Elle rit, un son amer. Alors peut-être que la liberté n'existe pas vraiment. Peut-être qu'on change juste de cage. C'est Madame Amélie qui répond, de l'autre côté de la pièce.
La liberté n'est pas une cage plus grande, Manon. C'est avoir le choix de ta cage. Ici, tu n'as pas le choix. Là-bas, tu en auras un, même s'il est limité. C'est ça la différence. Elle marque une pause, puis ajoute « Et pour ce que ça vaut, tu es assez intelligente pour survivre n'importe où. Tu as survécu ici, n'est-ce pas? C'est le compliment le plus proche que Madame Amélie peut offrir. Et étrangement, ça semble aider. » Manon hoche la tête, plie soigneusement le tissu, le range. Vous réalisez alors que vous assistez à quelque chose d'important. Ces femmes, malgré tout, malgré les conditions impossibles, malgré l'absence totale de dignité que la société leur accorde, elles maintiennent leur humanité. Elles s'entraident, elles se donnent de l'espoir. Même quand cet espoir est fragile comme du verre, elles survivent ensemble. Cette nuit-là, votre dernière nuit au bordel, vous ne pouvez pas dormir. Vous sortez dans la cour, sous le ciel étoilé. L'air est froid, presque glacial, mais pur. Vous entendez la ville au loin, les aboiements de chiens, le cri d'un bébé, le roulement d'une charrette sur les pavés. La vie médiévale continue, indifférente au drame qui se joue dans ce bâtiment. Madame Amélie vous rejoint, enveloppée dans un châle. Elle ne dit rien pendant un long moment, se contentant de regarder les étoiles. Puis, vous savez ce qui est le plus étrange ? Dit-elle finalement. Dans 100 ans, 200 ans, les gens parleront de cette époque comme de quelque chose de romantique, le bon vieux temps. Ils écriront des histoires sur les chevaliers et les châteaux. Mais ils oublieront ceci. Ils oublieront les femmes qui lavaient des chiffons dans l'eau glacée. Ils oublieront les hommes qui venaient ici parce qu'ils étaient trop seuls ou trop lâches pour vivre leur vraie vie. Ils oublieront que le Moyen-Âge sentait la merde et la mort. Elle a raison, vous le savez. L'histoire a déjà oublié. Les livres parlent des rois et des batailles, pas des bordels et de leur quotidien brutal. Mais vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez de Manon, comptant ses pièces, avec l'espoir fragile d'une liberté qui n'arrivera peut-être jamais. Vous vous souviendrez de Théo, pathétique et humain, cherchant de la connexion dans le seul endroit où il peut la payer. Vous vous souviendrez d'Augustine, de Clarisse et de toutes les autres femmes dont vous n'avez jamais appris les noms. Et vous vous souviendrez de Madame Amélie, transformant sa propre survie en système, protégeant ce qu'elle peut dans un monde qui ne protège personne. Le matin arrive trop vite. Vous faites vos adieux. Peu de mots sont échangés. Manon vous donne un morceau de pain pour la route. Madame Amélie vérifie que vous avez toutes vos affaires. Augustine vous fait un petit signe de tête. Ce sont des gestes simples, ordinaires, et pourtant chargés de sens. Ils vous traitent comme un humain. Et en retour, vous les avez vus comme des humaines. En sortant du bordel, pour la dernière fois, vous vous retournez une fois. Le bâtiment a l'air petit, presque insignifiant dans la lumière du matin. Juste une autre structure délabrée dans une ruelle sombre. Mais vous savez maintenant ce qu'il contient. Les histoires, les luttes, les petites victoires et les grandes défaites. Les vies qui se déroulent loin des livres d'histoire, mais qui sont tout aussi importantes, peut-être même plus importantes, parce qu'elles sont vraies dans leur humanité, imparfaite, alors que vous marchez dans les rues médiévales, évitant les flaques douteuses et les détritus. Vous pensez à ce que vous avez appris, le détail sur l'hygiène que vous êtes venu chercher, l'absence de protection hygiénique moderne, l'eau glacée, les chiffons réutilisés jusqu'à l'épuisement. Tout cela n'était qu'une partie de l'histoire. La vraie histoire était plus profonde, plus complexe. C'était l'histoire de la survie humaine dans des conditions qui ne devraient pas exister. C'était l'histoire de la dignité maintenue contre toute attente. C'était l'histoire de femmes qu'on préfère oublier, mais qui méritent d'être rappelées. Vous pensez aux inventions qui ont changé leur vie, ou plutôt la vie de leurs descendantes. L'eau courante, rendue accessible à tous. Le savon, produit en masse et bon marché. Les protections hygiéniques jetables. Les antibiotiques,
les droits humains. Chacune de ces avancées a été une révolution silencieuse, transformant l'expérience humaine d'une manière que nous prenons maintenant pour acquise. Nous nous plaignons quand l'eau chaude met trop de temps à arriver. Elle se réjouissait d'avoir de l'eau du tout. La leçon finale du bordel médiéval n'est pas sur la saleté ou la débauche. Elle est sur la résilience humaine, sur la capacité des gens à maintenir leur humanité, même dans les circonstances les plus déshumanisantes. Manon économisant pièce par pièce pour une liberté hypothétique. Madame Amélie protégeant ses filles avec une férocité de lionne. Augustine perfectionnant son masque tout en gardant un cœur qui bat en dessous. Théo cherchant désespérément de la connexion humaine dans un monde qui le juge pour avoir ce besoin. Aucun d'entre eux n'était parfait. Tous avaient leurs failles, leurs moments d'égoïsme, leurs compromis moraux, mais c'est justement ça qui les rend réels. L'histoire n'est pas faite de héros parfaits et de vilains unidimensionnels. Elle est faite de gens imparfaits qui font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Parfois, ils réussissent. Souvent, ils échouent. Mais ils continuent quand même. Parce que c'est ça, être humain. Alors ce soir, quand vous prendrez votre douche chaude, quand vous utiliserez votre savon parfumé, quand vous vous glisserez dans des draps propres dans un lit confortable, prenez un moment pour penser à eux. Pensez à Manon, qui lave ses chiffons dans l'eau glacée. Pensez à Madame Amélie, qui compte ses pièces en espérant que demain sera un peu moins difficile qu'aujourd'hui. Pensez à toutes les personnes à travers l'histoire qui ont vécu et sont mortes, sans jamais connaître le confort que nous tenons pour acquis. Et peut-être, juste peut-être, utilisez cette pensée, non pas pour vous sentir coupable, mais pour être reconnaissant. Reconnaissant pour le progrès, aussi lent et imparfait soit-il, reconnaissant pour les gens qui se sont battus pour améliorer les conditions de vie, reconnaissant d'être né à une époque où l'eau courante existe, où les droits humains sont au moins une aspiration, sinon une réalité universelle, où les femmes ne sont plus vendues pour payer les dettes de leur père. Le Moyen-Âge n'était pas romantique, il n'était pas une époque de chevaliers vaillants et de demoiselles en détresse. C'était une période brutale où la survie était un combat quotidien, où la dignité était un luxe que peu pouvaient se permettre, et où l'hygiène, telle que nous la connaissons, était un rêve impossible. Les bordels de cette époque n'étaient pas des lieux de plaisir débridés, ils étaient des lieux de transactions désespérées, où des gens en situation vulnérable rencontraient d'autres gens en situation vulnérable, et où tout le monde faisait semblant que c'était un choix. Mais au milieu de toute cette dureté, il y avait aussi des moments de grâce. Un morceau de tissu offert avec maladresse, une main tendue en réconfort, un prêtre qui refuse d'abandonner ceux que la société a abandonnés, une tenancière qui protège ses filles, parce que, au fond, sous tout son pragmatisme, elle se souvient d'avoir été une fille qui avait besoin de protection. Ces moments ne réparent rien, ils ne changent pas le système, mais ils rappellent que, même dans les circonstances les plus sombres, l'humanité persiste. Voilà ce que vous avez appris dans ce bordel médiéval. Pas seulement que l'hygiène était terrible, même si elle l'était. Pas seulement que les conditions étaient inhumaines, même si elles l'étaient, mais que les gens qui vivaient dans ces conditions étaient profondément, douloureusement, obstinément humains, avec toutes les contradictions, les faiblesses, les moments de gentillesse et de cruauté que cela implique, et que leur histoire, aussi inconfortable soit-elle, mérite d'être racontée, non pas pour choquer, non pas pour titiller, mais pour se souvenir, pour honorer leur lutte, en reconnaissant qu'elle a existé. Alors que vous vous éloignez du quartier chaud, médiéval, retournant progressivement vers votre propre époque, vous emportez ces histoires avec vous. L'histoire n'est pas seulement ce qui est écrit dans les livres, c'est aussi ce qui est murmuré dans les ruelles sombres. C'est les vies qui ne figurent jamais dans les registres officiels. C'est la femme qui lave ses chiffons à l'aube.
le client qui cherche de la compagnie, la tenancière qui survit en transformant la tragédie en commerce. C'est tout cela, et c'est important, parce que si nous oublions ces histoires, nous oublions une partie essentielle de ce que signifie être humain. Nous oublions d'où nous venons, et donc où nous pourrions retourner si nous ne faisons pas attention. Ne l'oubliez pas, ne les oubliez pas. Manon, Amélie, Augustine, Théo et tous les autres dont les noms ont été perdus, mais dont les vies ont compté. Ils ont vécu, ils ont lutté, ils ont survécu, et leur histoire, aussi difficile soit-elle à entendre, mérite d'être racontée, parce que c'est ainsi que nous nous souvenons, c'est ainsi que nous apprenons, et c'est ainsi que nous nous assurons que l'histoire, avec toutes ses horreurs et ses moments de grâce, ne sera jamais vraiment oubliée.